Et puis la toute dernière raison, c'est défendre la vision française et francophone du monde. En fait, il y en a bien d'autres. Je pourrais vous parler pendant encore 3 jours, la 18e, la 187e raison, mais il faut se limiter. Donc ça, c'est la raison numéro 10. Il faut défendre la vision française et francophone du monde. C'est quelque chose à quoi je tiens énormément. Depuis que je suis petit, je suis attiré par les pays étrangers. J'ai vécu à l'étranger. J'ai vécu 1 an et demi au Japon. Je parle un peu le japonais. J'ai vécu en Allemagne, au Royaume-Uni. J'ai été dans de 90 ou 92 pays du monde, à la fois pour des raisons professionnelles et personnelles. Qu'est-ce que l'on constate ? Et d'ailleurs, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de gens, puisque je signale que parmi nos adhérents, nous avons plus de 5% de nos adhérents qui sont des Français, souvent jeunes, qui sont expatriés aux 4 coins du monde. Ce qui prouve que les gens qui disent « vous êtes des ringards, vous ne connaissez pas le monde tel qu'il est », c'est pas vrai. Statistiquement, il y a 2% de Français qui vivent à l'expatriation, nous en avons 5%. On a des Français, on a plus de 15 ou 18 adhérents au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, j'en oublie, on a des adhérents y compris dans des pays assez étonnants comme au Sri Lanka, en Inde, on en a au Vietnam, au Japon, en Chine, on en a en Colombie, on en a plusieurs au Brésil, on en a en Maroc, etc. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de pays représentés, beaucoup au Canada aussi, j'ai oublié de le préciser. Alors, pourquoi tout ça ? Parce que les gens qui vivent à l'expatriation, et moi j'ai vécu à l'étranger, ça a changé ma vie, c'est qu'on a d'un seul coup une meilleure vision de ce qu'est la France, de ce qu'est l'importance de la France vue du reste du monde. Or, la France est importante, contrairement à ce que les gens vous disent. Les européistes sont toujours là à vous mépriser notre pays en disant, vous vous rendez compte, on ne pèse que 1% de la population mondiale, ça c'est ce qu'avait dit l'inénarrable Giscard d'Estaing, 1% de la population mondiale. Mais que ça veut dire, ça, 1% de la population mondiale? Est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas moi, Singapour dire nous pesons 0,08% de la population mondiale, ou Israël? Vous imaginez Israël qui dit on va fusionner avec les 27 pays alentours parce qu'on ne pèse que 0,1% de la population mondiale? Est-ce que vous avez déjà vu les États-Unis d'Amérique vous dire nous ne pesons que 4% de la population mondiale? Ah, si on parle des pourcentages, il y en a que 2 qui peuvent parler, c'est la Chine et l'Inde. La Chine, c'est 22% de la population mondiale et l'Inde, c'est 21%. Point. Mais tous les autres, les États-Unis y compris, ça ne fait que des pouillèmes. Donc ça suffit de regarder ça comme ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la langue. Est-ce que c'est une langue parlée dans le monde? L'histoire, l'image, la puissance économique, le rayonnement culturel, intellectuel, etc. Voilà. Or, l'image de la France elle est de plus en plus abîmée. Plus nous restons dans l'Union européenne et plus nous nous abîmons. Mais il en reste encore dans les lointains pays une image un peu mythique, un peu de rêve, dont se sont beaucoup inspirés, par exemple, tous les révolutionnaires latino-américains. Je le signalais hier, par exemple, toutes les monnaies qui sont apparues en Argentine, en Colombie, au Pérou, en Bolivie, au début du 19e siècle, avec le démembrement du réal espagnol vers 1815, 1820, 1825, etc., reprenaient toute l'héraldique des révolutionnaires français, comment dirais-je, le bonnet phrygien, etc. D'ailleurs, Francesco de Miranda, qui était un des adjoints de Simon Bolivar, s'est battu à la bataille de Valmy en 1792. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la construction européenne, eh bien, justement, nous sommes en train de nous couper du monde, et notamment de tous les pays de la francophonie qui étaient ici en jaune. Loin d'ouvrir la France sur le monde, la France se ratatine, se coupe progressivement du reste du monde et des pays francophones qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. D'un point de vue stratégique, on n'a pas vu une erreur plus colossale pour un pays que de vouloir se renfermer dans une espèce de petit périmètre allant de la Laponie finlandaise à Gibraltar et de l'île d'Irlande jusqu'à l'île de Chypre, où elle est contrainte d'adopter des politiques qui sont totalement contraires à ses intérêts nationaux, contrainte d'adopter une langue qui n'est pas la sienne, qui est l'anglo-américain, et tout ceci pour se couper de tous les pays qui croyaient encore en elle. Alors ça, j'insiste là-dessus, parce que s'il y a un argument peut-être plus d'essai, c'est pour ça que beaucoup de jeunes expatriés, on a beaucoup de jeunes expatriés ou moins jeunes, qui d'un seul coup, lorsqu'ils nous découvrent l'immense vérité
de ceci, c'est que la France est quelque chose qui est désiré dans le monde et que beaucoup de peuples du monde sont tristes de voir disparaître. En plus de ça, cette construction nous amène à faire des choix qui sont des choix que je n'hésite pas à qualifier d'abjects, avec les fonds structurels dits européens versés aux nouveaux États membres. Je rappelle que c'est nous qui les payons. Je rappelle que l'Europe ne produit rien. Je rappelle que les fonds dits européens sont payés par les peuples d'Europe. Et je rappelle que l'Europe est une pompe aspirante et refoulante d'argent. Sauf que si elle donnait à chaque peuple ce qu'il donne, si elle rendait à chaque peuple ce qu'il met, elle ne servirait à rien. Donc en fait, cette pompe aspirante et refoulante pompe à certains et en redonne davantage à d'autres. Donc il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent et d'autres qui donnent moins qu'ils ne reçoivent, d'autres qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. Et au passage, la structure coûte un argent fou. Les 5000 fonctionnaires de la Commission, les députés du Parlement, etc., etc. Donc tout ceci, par ailleurs, a des coûts de traitement considérables. Bien. Eh bien, il faut savoir donc que la France fait partie des pays qui sont des contributeurs nets, et ceci depuis maintenant au moins une vingtaine d'années. Au tout début, c'est vrai que nous étions des bénéficiaires. C'était De Gaulle qui avait négocié ça avec Adenauer. En gros, les Allemands payaient notre agriculture. Mais c'est fini depuis très longtemps. Et depuis au moins 20 ans, nous payons bien davantage que nous n'en recevons. Donc c'est une des raisons que j'aurais pu ajouter à cette conférence, mais il y en aurait eu trop. Actuellement, nous donnons en gros, rien qu'en coût direct, les Français versent en gros 21 milliards d'euros et reçoivent 14. Donc il y a 7 milliards d'euros qui nous sont prélevés, soit pour le fonctionnement de la structure européiste, soit pour donner des fonds structurels comme ceux dont je vais parler à l'instant. J'ajoute par ailleurs que les 14 milliards d'euros qui nous sont resservis avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est-à-dire qu'on dit aux agriculteurs, regardez, vous pouvez pas sortir de l'Europe, vous avez vu les subventions européennes. Ah oui, ah bon, mais c'est notre argent, hein. Comme je le dis souvent, c'est comme si je vous demandais, monsieur, de me donner un billet de 50 euros, je le mets dans ma poche, j'en ressors 30 et je lui dis, on dit merci qui? Alors, c'est ça l'Europe, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé, on paye une structure qui nous pique un tiers de ce qu'on lui donne, et avec les 2 tiers restants, on est obligé de lui dire merci. Elle se prévaut de sa grande munificence et elle prend des décisions qui visent à nous désintégrer au niveau national, puisqu'elle finance par exemple l'Europe des régions pour favoriser le démantèlement, ça c'est ce qu'on voyait en Alsace l'autre jour, pour favoriser le démantèlement de la République. On n'a jamais vu un truc pareil. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Donc je reviens aux fonds structurels que nous finançons. On n'est pas les seuls, il y a aussi les Allemands, il y a aussi d'autres. Mais les pays contributeurs nets, c'est principalement l'Allemagne en 1, la France en 2, en 3, les Pays-Bas, il y a également le Royaume-Uni, même s'ils bénéficient du chèque Thatcher, et puis il doit y avoir la Suède, et puis voilà, c'est les principaux contributeurs nets. Alors avec ce système, nous donnons 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie, par habitant. Parce que les fonds structurels sont beaucoup plus importants que notre aide au développement. Donc, nous donnons actuellement 90 fois plus d'argent à chaque Maltais ou à chaque Chypriote qu'à chaque Tunisien. 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien qu'à chaque Marocain. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur la base de quelle logique la France accepte-t-elle, les contribuables français acceptent-ils au nom de cette prétendue solidarité européenne? On me dit, mais quand même, vous êtes xénophobe, c'est un scandale, il faut être généreux, il faut être solidaire des autres peuples d'Europe. Et je dis, ah bon, très bien. Et pourquoi des peuples d'Europe, d'ailleurs? Parce qu'en vertu de quoi on devrait donner 80, 200 fois plus d'argent à chaque Polonais vivant ici à Varsovie plutôt qu'à chaque Marocain vivant ici à Essaouira? Alors que l'un est déjà arrivé au niveau de stade de pays intermédiaire en termes de richesse, alors que les autres sont encore des pays très pauvres. Et qui non seulement sont des pays très pauvres, mais des pays francophones, francophiles, ayant à participer, qui sont des anciennes colonies, avec lesquelles nous avons des échanges considérables, avec lesquels d'ailleurs une grande partie de nos compatriotes sont eux-mêmes originaires, et qui payent des impôts en France, et donc il est encore plus légitime que ces impôts payés justement par des Français d'origine maghrébine, par exemple, reviennent prioritairement à ces pays pour les aider à se développer. Est-ce que ça n'est pas un raisonnement qui se tient? Quel est le raisonnement qui se cache derrière celui-ci des européistes? Pourquoi devons-nous donner 80, 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien à Vilnius? Je n'ai rien contre les Lituaniens. J'ai même d'ailleurs un de mes neveux qui vit avec une petite amie en Lituanie.
Mais bon, plutôt qu'à chaque Malien ici à y aller. J'ajoute en plus de ça, s'agissant d'un certain nombre de pays d'Afrique noire, je pense notamment aux Sénégalais, des pays qui ont, comme on dit, même si ça paraît une vieille lune, payé le prix du sang. Les tirailleurs sénégalais, on a bien été content de les trouver, aux Première Guerre mondiale et à la Seconde aussi. Donc des gens avec qui nous avons des liens historiques, des liens familiaux, commerciaux, touristiques, démographiques considérables, eh bien nous donnons toute la priorité à d'autres. Et en vertu de quoi? Quelle est la raison qui fait qu'on devrait faire ça? Alors arrêtons de nous laisser intimider par tous ces européistes et regardons en face la vraie vérité de ce qu'est la construction européenne. La vraie vérité, elle va vous sauter aux yeux, j'espère. Si vous comparez cette photo qui est ce qu'on appelle une photo de famille, c'est ce que disent les journalistes, la photo de famille, c'est le Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles, j'aurais pu en prendre 50 autres. Et puis ça, c'est la photo dans le sommet européen. Et puis ça, c'est la photo de la reine Elisabeth II d'Angleterre qui ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kampala, en Ouganda, le 23 novembre 2007, c'est-à-dire quelques mois auparavant. Quelle est la différence entre les deux photos? Voilà. La couleur. La couleur de la peau. Ici, c'est un club de blancs. Ici, c'est un club hérité de l'histoire, des liens économiques, affectifs, tirés de l'histoire. Une histoire que l'on peut condamner, critiquer, c'est l'histoire du colonialisme, c'est un fait. Mais l'histoire, elle existe, on ne revient pas derrière. C'est le fruit de 2, 3, 4 siècles d'histoire. Et vous voyez ici que l'Angleterre a des liens avec, ici, on voit des Noirs d'Afrique, ici, on devine Monsieur Manmohan Singh, qui est le premier ministre, de l'Union indienne, qui est un sikh. Ça se voit à son turban. Moi, j'ai connu, il était ministre des Finances. On avait une réunion de travail avec lui. On a ici des Moyen-Orientaux. On a ici, vous voyez certainement le Premier ministre, on devine vaguement qu'il doit être d'un pays probablement comme les Samoa ou le royaume de Tonga, donc un Maori. Donc on a en fait toutes les races de la planète. Et ce qui est vrai de cette réunion du Commonwealth à Kampala est également vrai de la réunion du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de la lusophonie des pays de langue portugaise à Lisbonne, où l'on a ici le président portugais, avec ici à ses côtés le président de l'Angola, ici Lula da Silva, le président du Brésil, et donc vous avez ici, il doit y avoir le représentant de Macao, qui est un métis portugais-chinois. On a les différentes races de la planète. Et ici, nous avons le sommet de la francophonie à Québec, avec M. Sarkozy tellement gêné, semble-t-il, d'être dans une réunion francophone. On a quoi? Eh bien, on a ici des Blancs. Ici, on a un Canadien. On a ici des jaunes, avec le Premier ministre du Vietnam ou du Cambodge. On a des Africains. Et on a même un Monégasque. Ça veut dire, et puis un Moyen-Oriental. Là aussi, nous avons toutes les couleurs de peau. Ça veut donc dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cela vous plaise ou pas, il est indéniable que la construction européenne est une construction racialiste. Elle n'est fondée sur rien d'autre de logique que la prétendue appartenance à un même monde blanc, fondé probablement sur une religion, puisque c'est ainsi qu'en ont décidé les États-Unis dans le cadre de la théorie du choc des civilisations, the clash of civilizations and the remaking of all orders, c'est-à-dire le choc des civilisations et la refonte de l'ordre mondial. C'est le livre de Samuel Huntington qui fonde toute la géopolitique américaine. Donc en réalité, les gens qui vous disent il faut être solidaire européen, ils vous disent en fait je suis pour un monde fondé sur des solidarités raciales. Alors quand on vous dit ça, et quand je dis ça, ils nous poussent des cris d'orfraie. Comment pouvez-vous dire je ne suis pas anti-africain? Mais moi je ne suis pas non plus. Vous êtes anti-africain comme je suis anti-européen. Pourquoi prétendre vouloir fusionner avec la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie? Je n'ai rien contre ces peuples, mais ce sont des peuples qui ne sont pas
n'ont jamais été dans les liens traditionnels de la France, alors que nous avons des peuples et des liens qui sont justement, nous avons des liens avec des peuples qui sont sur tous les continents et qui d'ailleurs parlent beaucoup la langue française. J'ajoute que c'est le meilleur antidote à tous les chocs religieux et aux prétendus chocs de civilisation. Le meilleur antidote au développement de l'islamisme, par exemple, si tant est qu'il se développe, puisqu'en fait ceux qui le financent, il faudrait s'interroger dessus, le meilleur antidote, c'est justement ça. C'est justement la francophonie, le Commonwealth, la lusophonie, l'hispanophonie. C'est-à-dire montrer qu'il y a des solidarités intercontinentales qui se jouent complètement des appartenances à la religion ou à telle ou telle couleur de peau. Voilà ce dont il s'agit. La construction européenne, que l'on veuille ou non, ressemble à s'y méprendre à un apartheid au niveau planétaire. C'est d'ailleurs logique, puisque ce sont des anglo-saxons qui l'ont conçu et non pas des Français. Les Français ont une vision de l'universalité des peuples et des nations, alors que les anglo-saxons ont une vision qui est une vision communautariste de l'univers. Il s'agit d'avoir une communauté européenne, c'est d'ailleurs le nom que ça porte. C'est la raison numéro 10. Si nous voulons que la France défende une autre vision du monde que la vision ultralibérale anglo-saxonne, qu'elle défende dans la langue française, qu'elle soit fidèle à ses amitiés, qu'elle défende une autre vision du monde qu'une vision ethniciste et une vision communautariste, alors nous devons sortir de l'Union européenne parce que son principe même au XXIe siècle a volé en éclats. On ne peut pas dire qu'on est en contact avec le monde entier, que les distances ont été abolies et nous expliquer qu'il faut fusionner par contiguïté géographique de proche en proche depuis l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise. C'est absurde. Nous devons revenir sur ce principe. C'est un principe racial ségrégationniste qui la coupe de l'ensemble du monde francophone. C'est ça, la réalité secrète.